Journée effectivement consacrée au contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. 3 membres du gouvernement interpellés par 4 élus à travers des questions orales et d'actualité ont fourni des réponses en rapport entre autres avec les expulsions massives des Congolais par Brazzaville. Les détails, c'est avec Fabien Lumbala. Où était l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville lorsque les Congolais étaient massivement expulsés de la capitale du Congo voisin dans la violation flagrante de leurs droits en tant qu'humains? Le diplomate de la RDC et le ministre des Affaires étrangères étaient-ils réellement au courant de cette opération avec son traitement dégradant? Pourquoi encore de telles humiliations alors que d'autres Congolais venaient de perdre leur vie dans les eaux du lac Albert? Ce questionnement fait la substance de la question d'actualité de Patrick Mouyaya Katembwe au ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Raymond Chibanda Ntunga Mulungu. Mais retenu par des charges d'État, c'est son vice-ministre Ntundaya Kassende Célestin qui a tenté d'y répondre. Ils ont effectivement reconnu le dérapage et la commission qui est là-bas, c'est une commission des professionnels. Pour quelques élus, l'heure est arrivée de mettre fin aux humiliations à répétition imposées aux Congolais à travers le monde et surtout par leurs voisins. Donc je pense qu'il y a un vrai problème. On a tendance à vouloir maltraiter les Congolais et je pense que ça suffit. L'autre question d'actualité, c'est celle d'Antoine Manongui qui a voulu savoir le degré de réalisation des services mobilisateurs des recettes lors de l'échéance des revenus sur les bénéfices des sociétés durant l'exercice 2013. À cette question, Chulungu Runiga, le vice-ministre des Finances, répond. J'ai confirmé que cette régie a été performante du fait qu'elle a non seulement atteint mais dépassé les prévisions arrêtées pour ces mois. L'autre question orale avec débat, c'est celle de Roger Panano au sujet du projet de transfèrement des eaux d'Elubangui vers le lac Tchad en voie de disparition. Question adressée au ministre de l'Environnement. Toujours au ministre de l'Environnement, une autre question orale sans débat du député Mujinga a été posée sur la pollution et le respect des engagements pris par les sociétés minières de Kambove. Restons à l'Assemblée nationale pour vous informer que le vote organisé par l'ambassade de l'Algérie il y a peu, ici en République démocratique du Congo, prend fin ce jeudi. Le pays du président sortant et candidat à sa propre succession, Abdelaziz Bouteflika, envisage d'étendre son partenariat dans plusieurs domaines avec la RDC. Voilà qui justifie la présence du diplomate algérien dans les murs du président de la Chambre basse du Parlement. Obaminako a également conféré avec l'ambassadeur du Bénin en RDC. Le ciel est bleu entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Ceci s'atteste par la visite de l'ambassadeur algérien Djefal, reçu en audience ce mercredi par Obaminakou Ndialandjoko au Palais du Peuple. À l'occasion, les échanges entre Djefal et Obaminakou, président de l'Assemblée nationale, ont tourné autour de l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays. Beaucoup d'opportunités s'offrent entre deux pays et qu'il s'agit de les exploiter et de commencer à les mettre en œuvre pour donner au ressentir de l'Algérie et la République du Congo l'importance qu'elle mérite de par l'importance justement géographique dans nos deux pays qui sont les deux plus grands pays d'Afrique. Question d'actualité, les diplomates algériens ont confirmé l'organisation des opérations électorales à l'ambassade. Et les derniers électeurs devront voter ce jeudi, jour de clôture des opérations. Dans tous les pays du monde, les ambassades et les consulats algériens ont commencé à voter depuis samedi dernier, le 12. Donc nous avons 5 jours, nous sommes ouverts quotidiennement et jusqu'à demain, on est ouvert pour voter. Nos ressortissants viennent voter, oui. Après l'ambassadeur algérien, c'était le tour de l'ambassadeur du Bénin en RDC d'être reçu par Obaminakou Ndialandjoko. Reçu pour la première fois, la diplomate promet de travailler pour l'amélioration des relations entre le Bénin et la République démocratique du Congo durant son mandat.
Changeons de cap, la gestion de la République par Matata Ponyo ne laisse indifférents les Quinoises et Quinoises. Entre satisfaction et crispation, certains le plébiscitent, vainqueur d'une politique économique minée par plusieurs faiblesses. On lui reconnaît également l'assainissement du cadre macroéconomique et la bancarisation, une innovation dans la sphère économique de la RDC. Que retient la population de 2 ans de mandat du Premier ministre Augustin Matata Ponyo? L'opinion publique est unanime. Le bilan du chef du gouvernement est positif. Un mérite dû à son esprit de travail et surtout à l'innovation, fortement marqué par la bancarisation comme en témoignent certains. Depuis l'histoire du Congo, quant à moi, je pense que Matata Ponyo a bien marqué son histoire. Pour moi, je dirais que c'est un bilan positif. Les problèmes de bancarisation là, donc c'est une bonne chose. C'est la meilleure façon de gérer pour qu'il y ait un peu la logique à côté des paiements. Seul bémol, les conditions salariales des fonctionnaires et les sociales des Congolais qui demeurent encore un défi. Ce qui pour certains pourrait compromettre la reconduction à la tête du gouvernement de l'homme de rigueur, l'homme à la cravate rouge. Mais ce que nous voulons lui demander, c'est penser aussi aux fonctionnaires. Penser aux fonctionnaires, améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Là, ça sera encore plus mieux. Point n'est besoin de douter que Matata Ponyo restera ce Premier ministre qui sera distingué grâce à sa politique d'austérité et des restrictions budgétaires qui aura mené la RDC sur la voie de l'amélioration du climat des affaires et de la consolidation du cadre macroéconomique. Rappelez-vous, c'est depuis avril 2012 que Matata Ponyo a été nommé par le chef de l'État, Joseph Kabila, à ce poste. L'on attribue à ce gouvernement plusieurs avancées, surtout économiques du pays. Pour en parler, je vous l'ai annoncé en titre. Nous recevons Jean-Marie Kassamba, analyste politique. Bienvenue. Merci madame. Dans 2 jours, le gouvernement Matata Ponyo aura totalisé 2 ans et au-delà des termes usuels qui reviennent souvent dans ses propos, notamment l'amélioration du cadre macroéconomique et l'assainissement des finances publiques, que peut-on retenir concrètement des actions de Matata Ponyo? Oui, je pense que dans un premier temps, un Premier ministre est nommé pour exécuter la vision du chef de l'État. Et nous avons là un Premier ministre, Matata Ponyo, qui est en concordance dans la ligne édictée par Joseph Kabila pour l'exécution de son programme pour lequel il a été élu, c'est la révolution de la modernité. Donc, il est le Premier ministre qui exécute le programme du chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Parce qu'un Premier ministre qui est en contradiction avec le chef de l'État, il ne peut pas travailler correctement. Deuxièmement, Matata Ponyo a apporté beaucoup de réformes. Pas seulement les mots un peu compliqués dont on a fait allusion tout à l'heure, bancarisation, stabilisation du cadre macroéconomique, mais c'est plutôt les résultats. Si vous regardez notre économie, en 2001, les recettes nationales étaient par an 300 millions de dollars par an. Vous prenez aujourd'hui en 2014, les recettes qui sont collectionnées, pour ne pas dire mobilisées par les régies financières, c'est 350 millions de dollars par mois. Autrement dit, c'est un des premiers ministres, pour ne pas dire qu'il a succédé à d'autres, mais lui, il a consolidé ce qu'on appelle la rationalisation des finances publiques. Deuxièmement, c'est l'un des premiers ministres qui exécute en termes de reconstruction nationale, avec les fameux 3 R. Reconstruction, désenclavement, mais aussi modernisation. Si vous allez dans toutes les villes, en commençant par Kinshasa, il y a beaucoup de réalisations qui sont faites par Matata Ponyo. Et puis troisièmement, sur le plan social, parce que c'est cela dont on parle beaucoup, la santé. On vient d'acheter la RDC pour 1000 hôpitaux à travers la République, des équipements. Certains hôpitaux datent de 1945, qui n'ont jamais vu du matériel. Ce matériel est déjà arrivé au Congo, dispatché. On vient de construire 1000 écoles pour l'enseignement, dont 250 sont déjà livrées. Et puis, on vient d'investir quelque chose comme 50 millions par mois des dollars. Jean-Marie Kassamba, vous parlez du social, oui, qui, il faut le dire, ne se fait pas ressentir aussi sur ou dans les assiettes du peuple congolais. Les entreprises de l'État n'ont pas été assez compétentes, il faut le dire, pour mobiliser les recettes pour le trésor public. Et puis les inégalités salariales, le chef du gouvernement l'avait dit qu'il combattrait les inégalités salariales, des choses qu'on n'a pas vues. Ne pensez-vous pas que Matata Ponyo a échoué? Non, c'est des challenges de tout Premier ministre. Regardez ce qui se passe en France avec Jean-Marc Ayrault. Ce qui va se passer avec l'actuel Valls, c'est mobiliser des moyens, redistribuer les moyens, mais également moderniser le pays.
Matata Ponyo avait 3 objectifs. Le premier, c'est rationaliser les finances publiques. Deuxièmement, reconstruire, c'est ça le projet de Joseph Kabila. Et troisièmement, penser au social. Les sociales, c'est quoi? C'est pas seulement augmenter les salaires que vous n'avez pas en termes de moyens financiers, mais c'est aussi essayer d'équilibrer, de prendre là où il y en avait plus pour donner là où il y en avait moins. Mais le faire d'une façon séquentielle, parce que promettre pour donner plus, et si vous n'en avez pas... Nous n'avons pas assez de temps, Jean-Marie Kassamba, pour vous dire au revoir. Une dernière question. Au regard de votre argumentaire, Matata Ponyo partira ou ne partira pas? Ça dépend de la discrétion personnelle du chef de l'État, qui est lui seul à décider. Et d'ailleurs, ceux qui spéculent beaucoup sur le départ au nom de Matata ne savent même pas sur quelle base on doit nommer un Premier ministre aujourd'hui. Il y a des paramètres de stabilisation, des paramètres politiques, des paramètres économiques. Et ça revient à Joseph Kabila, élu seul, de décider de son avenir. Vous aurez été à la place du chef de l'État, vous le reconduirez? Malheureusement, je ne suis pas à sa place. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Une délégation de la CEAC séjourne à Kinshasa dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du Conseil des ministres de la CEAC. Clotilde Nizigama, chef de ces délégations, a échangé ce mercredi avec le ministre congolais des Affaires étrangères. L'entretien a tourné autour de la mise en œuvre du programme d'action de la CEAC basé sur la paix, la sécurité, la stabilité, les infrastructures, ainsi que les contributions des États membres. Après Kinshasa, cette délégation de la CEAC se rendra au Cameroun. Toujours en République démocratique du Congo, parlons santé à présent. En prélude de l'organisation de la semaine africaine consacrée à la vaccination prévue du 21 au 27 avril de l'année en cours, le programme élargi de vaccination a organisé ce mercredi une journée d'échange et de sensibilisation sur cette campagne à l'intention des médias congolais avec comme objectif impliquer la presse dans le processus de la lutte contre la réduction de la mortalité contre les maladies évitables chez les enfants. Face à plusieurs épidémies et autres maladies périlleuses qui guettent la République démocratique du Congo, mais aussi certains pays africains, l'Organisation mondiale de la santé a initié depuis 2011 une semaine africaine consacrée à la vaccination. Objectif : renforcer le programme de vaccination dans la région africaine par une sensibilisation accrue à l'importance, à la nécessité et au droit de chaque individu d'être protégé contre les maladies évitables par la vaccination. Il y a eu des efforts qui ont été faits ces 10 dernières années par le gouvernement avec l'appui des partenaires pour réduire cette mortalité. Le rythme de réduction est très lent. C'est dans ce cadre que le programme élargi de vaccination a organisé une séance de sensibilisation à l'intention de la presse congolaise afin de les impliquer sur cette campagne. Bon, la semaine africaine de la vaccination, nous visons d'attirer l'attention de la communauté, des utilisateurs de la vaccination, du pouvoir public, de tout le monde sur l'intérêt que représente la vaccination dans la croissance de l'enfant et dans la réduction de la mortalité, de la morbidité, bref, dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cette semaine africaine de la vaccination a été célébrée pour la première fois au cours de la dernière semaine du mois d'avril 2011. À cette occasion, plus de 75 millions d'enfants, de femmes et d'hommes de 40 États membres avaient été immunisés contre des maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, le tétanos, l'hépatite B, la rougeole et la fièvre jaune. Autre chose, refoulement massif des Congolais de Brazzaville dans le cadre de l'opération Bataille à Mokolo. La CDR, la Convention pour la démocratie et la République, partie de la majorité présidée par Alain Atundu, proteste vivement contre ce traitement dégradant que ces Congolais ont subi. Au regard des conditions inacceptables du refoulement massif de RD Congolais de Brazzaville, dans le cadre de l'opération, je cite, Bataille à Mokolo, le bureau politique de la CDR tient à protester vivement contre les traitements dégradants et vexatoires subis indistinctement par nos compatriotes à cette occasion. Adepte d'un état de droit, la CDR ne peut accepter que le traitement réservé à un délinquant. Si tant est que tous les Congolais résidant à Brazzaville sont traités comme tels,
porte atteinte à sa dignité d'homme et à la présomption d'innocence. Compte tenu des liens historiques et profonds entre les deux peuples congolais des deux rives, les autorités brazzavilloises auraient dû agir en concertation avec leurs collègues quinois pour épargner les innocents ou tout au moins prévenir leurs collègues.